baby, how are you? She replied, I'm fine, I'm fine, I'm fine. And I said, that's true. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Foot, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du FC Nantes et surtout qui vous souhaite une très bonne année 2018, une année qui a recommencé sur les chapeaux de roue pour les Canaries qui se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant Senlis 4-0, c'était le week-end dernier, idéal pour continuer sur la dynamique de la fin 2017 et pour préparer la venue du PSG. Ce sera dimanche à la Beaujoire et on en parle dans un instant. Et puis on s'intéressera aussi au mercato du FC Nantes. Faut-il recruter? Que faut-il faire? Si oui, à quel poste? Eh bien, on posera la question à nos deux premiers invités de cette année 2018 dans Foot Foot. Nicolas Gillet, l'ancien Canari. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Et Simon Rongoat de It West, Cop West, l'émission. Salut Olivier. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous deux et à vous tous qui nous regardez. Puis on commence par vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Coup de cœur, coup de gueule avec Nicolas. Ah, deux petits coups de gueule, mais ce n'est pas des coups de gueule. Le premier, c'est plus une forme de déception pour l'équipe de cyclistes de Jérôme Pinault, Vital Concept, qui n'est pas retenu pour le Tour. Donc j'imagine la déception au sein de l'équipe. Bon, j'espère qu'ils feront une belle saison quand même et qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Donc on verra. Et le deuxième, c'est pour les gens qui ont sifflé Léo Dubois lors d'Angers. J'étais au match contre Angers. Je comprends leur déception du fait de son annonce de départ, du fait que ce soit un joueur important du FC Nantes, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il part de Nantes. Je ne pense pas qu'il parte pour avoir discuté avec lui il y a un an, plus d'un an, quand ça allait très mal là, au niveau du club, de sa situation. Et c'est quelqu'un qui aime profondément le club, qui est formé ici, qui a sa famille ici. Donc s'il part, c'est vraiment pour de bonnes raisons, et c'est que sûrement que le projet de Nantes lui paraissait pas viable pour progresser. Simon, coup de cœur, coup de gueule. Ouais, je ne suis pas trop d'accord sur ce sujet-là. Je pense que les gens sifflaient le départ de Léo Dubois et que c'est comme une déception amoureuse. On a le droit d'être déçu, on a le droit de siffler. C'est pas la mort non plus, il n'y a pas de violence, on en reste là. On siffle un départ de joueur, même si dans les coulisses, il a raison, Nicolas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Léo Dubois est loin d'être le seul en cause dans ce départ-là. Je suis bien d'accord. Mon coup de gueule, moi, sur cette semaine de Coupe de France, c'est Léo Dubois. Non, c'est la retransmission télé chez nos copains d'Eurosport. Le but, c'est pas de tomber sur Eurosport, c'est de se dire que maintenant, quand on est amateur de foot, il faut être abonné à beIN Sport, à Canal+, à Eurosport via le bouquet Canal. Il faut SFR Sport si on veut voir un peu de foot anglais et la Ligue des Champions la saison prochaine. On va arriver avec une note à la fin du mois à une centaine d'euros pour pouvoir voir du foot. Ça devient n'importe quoi. Une épreuve comme la Coupe de France, en plus, on aimerait, avec les clubs amateurs, ces exploits, l'avoir gratuitement, pouvoir voir ça en clair. Il va falloir faire le tri. Alors, je sais que les droits télé vont être repoussés. Ce sera probablement d'ici un an que seront finalement réattribués les droits télé. Que la Fédé, que la Ligue réfléchissent aussi à ce morcellement-là, parce que sinon les amateurs de foot, les classes populaires, ne pourront plus voir de foot, parce qu'il faudra absolument pouvoir payer tous ces droits-là. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on avait tout en clair, et je pouvais regarder du foot, du rugby, et ça m'a sensibilisé à beaucoup de sports. Maintenant, tout est payant, et peut-être qu'il y a certains enfants qui n'ont pas accès à tous ces sports-là, malheureusement. Il faut regarder les émissions qui parlent de football, comme Foot Foot, par exemple. Alors on va revenir au FC Nantes. 2018 a commencé comme 2017 avait terminé, sur une bonne note pour le FC Nantes. Alors certes, c'était en Coupe de France face à une Nationale 3, l'USM Senlis. Mais au final, bien les Nantais, on va le voir en images, ont fait le travail en s'imposant 4-0. C'était dimanche dernier grâce à des buts de Bamou, de Rongier et un doublé de Salah. Nicolas, on dit toujours que les premiers matchs de l'année sont très compliqués, et notamment en Coupe de France pour les équipes professionnelles. Là, force est de constater que Nantes a évité le piège. Oui, ils l'ont bien évité. C'est jamais facile. On dit toujours que la logique est forcément que l'équipe professionnelle gagne, voilà, et c'est pas normal s'ils ne gagnent pas, c'est vrai. Pourquoi c'est compliqué, justement, ce premier match? Alors, on me disait, parce qu'on recommence une préparation, bien souvent, et que ce match de Coupe de France fait souvent partie aussi de la préparation pour le championnat qui arrive un peu plus tard. Souvent, on va travailler physiquement avant, donc on est bien fatigué. Et puis, il y a une certaine forme involontaire, mais de déconcentration du fait on se dit, on joue pas, c'est pas le championnat, c'est pas la Ligue 1, on n'a pas des adversaires qu'on connaît, donc en fait, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
Et voilà, moi je me souviens de Ronaldo Noëx qui préparait ses matchs comme c'était un match de Ligue 1. On connaissait tous les noms de tous les joueurs, leurs caractéristiques. On a l'impression qu'ils étaient tous meilleurs que nous. Donc quelque part, quand on arrivait dans le match, on était très, très concentrés, on était appliqués et puis on prenait le match par le bon bout. C'est ce qu'a fait Claudio Ranieri probablement sur ce match de Senlis. En tout cas, on sent que voilà, les Nantais ont été très sérieux et c'est ce qu'il faut. Il faut être sérieux dans ce genre de match et puis ça passe. Simon. Oui, c'est ce qu'il a fait, contrairement à ce qu'il avait fait à Tours. Il a reconnu, l'entraîneur italien, son erreur sur le match de Coupe de la Ligue à Tours, où, pour le coup, tous les remplaçants habituels avaient été alignés ensemble, donc manquant de confiance parce qu'ils ne jouent jamais, et de repères entre eux, parce qu'ils ne jouent jamais entre eux. Au lieu de changer 2-3 joueurs, il avait fait cette erreur-là. Nantes s'était ramassé total. Ça a eu des conséquences peut-être dans les 15 jours qui avaient suivi, parce que le FC Nantes n'avait pas eu des très bons résultats, même quand les titulaires étaient revenus. C'est jamais bon de perdre. Une défaite à Dijon derrière. Défaite à Dijon derrière. Bon, on ne sait pas si c'est une conséquence immédiate, mais en tout cas, c'est jamais bon de perdre dans un club. Là, il n'a pas fait l'erreur. Il a changé Dupé. Regardez justement la compo de l'équipe au coup d'envoi face à Senlis avec Dupé dans les buts. Une défense, on va dire à peu près habituelle, puisque Léo Dubois était suspendu, ne jouait pas. Rongier, Touré, Iloki, Ngom, Salah, Bamou. C'est une équipe de titulaires, c'est ça. Clairement, parce que c'est vrai qu'en l'absence de Dubois, Gigi est tout à fait légitime à jouer là, et ce serait le cas en championnat. Il a vraiment, comme le disait Nico, époque de Noëx, pris au sérieux cet adversaire. En revanche, c'est une vraie sanction, et ça confirme ce qu'il avait dit après le match de Tours pour tous les autres joueurs. Parce que sur des matchs comme ça, on aurait pu imaginer qu'il retente de mettre... Dans le calendrier, ce match-là n'arrive pas en plus. Il permet d'entamer vraiment cette année 2018. Derrière, ça va enchaîner avec ce match contre Paris. Il y aura un match en semaine. Donc il faut être dans le rythme tout de suite. Et il sert vraiment de préparation, mais grandeur nature pour le match de championnat. Ouais, c'est un vrai match de préparation en fait, pour le championnat qui arrive. Je pense qu'il l'a pris comme ça. Et après, c'est sa manière de fonctionner. Il y en a qui auraient peut-être fait différemment. Lui, il a décidé de le faire comme ça. Mais d'ailleurs, il n'y a plus trop de surprises. Il y a une équipe de Ligue 1 qui a été sortie, c'est Bordeaux, par une équipe hiérarchiquement inférieure. Lorient est allé gagner à Angers aussi. Lorient est allé gagner à Angers également. Très peu de surprises, c'est difficile à expliquer. Peut-être que les clubs de Ligue 1 ont pris la mesure de l'importance de cette Coupe de France. Ou alors c'est une question de calendrier aussi, avec ce match situé vraiment une semaine avant la reprise du championnat. Tout le monde l'a joué sérieusement. Un mot pour refermer ce chapitre du match face à Senlis. Il y a une petite polémique, le FC Nantes qui n'a pas laissé les 14 000 € de la recette, comme c'est de coutume de faire en Coupe de France. Votre avis là-dessus ? Du point de vue du club amateur, c'est un peu mesquin, parce que la somme représente assez peu pour le FC Nantes et beaucoup pour le budget d'un club amateur. Donc 240 000 €, je crois. C'est toujours le même débat. Ça ne couvrait pas les frais du voyage du FC Nantes. Donc c'est ce qu'ont considéré les Nantais sur ce coup-là. Voilà, ils ont pris cette équipe de Senlis très au sérieux, comme des pros, pas comme des amateurs. Alors les Canaries qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France, les matchs qui joueront les 23 et 24 janvier prochains. Regardez d'ailleurs les principales affiches, on va parler de Nantes-Auxerre dans un instant. Et puis 3 affiches entre clubs de Ligue 1, Monaco-Lyon, Paris-Guingamp et 3 Saint-Étienne. Alors on va me dire qu'il n'y a jamais de tirage favorable, mais quand même, Nantes aurait pu aller jouer à Lyon, à Paris ou à Monaco. C'est un bon tirage pour Nantes, on ne peut pas se le cacher. C'est quand même mieux de jouer à domicile, déjà, contre une Ligue 2 en plus. Donc voilà, c'est bien. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui jouent, enfin de gros clubs qui jouent entre eux. C'est les petits clubs, les clubs amateurs qui doivent être déçus parce qu'il y en a qui se rencontrent et c'est forcément pas ce qu'ils auraient espéré. La surprise Granville qui jouera contre Concarneau. Ce serait quand même dommage pour eux de sortir après cet exploit. Donc voilà, c'est toujours difficile, mais ça me rappelle une année où on avait, je crois que la première année où on avait gagné la Coupe de France, il y avait quasiment tous les clubs de Ligue 1 sortis en quart de finale. On était les derniers en liste. Et on savait que voilà, si on battait Metz, on était le dernier club de Ligue 1 pour les quarts de finale. Donc là, c'est en voie pour éliminer quelques clubs déjà de Ligue 1 et c'est peut-être un parcours intéressant à faire pour Nantes. On peut se fixer, quand on est Nantes, l'objectif Coupe de France dès maintenant, sachant que ça marche bien aussi en championnat, ou est-ce qu'il faut tout miser sur cette 5e place, là, Simon ? Le message qui avait été délivré par le coach Ranieri au moment de la Coupe de la Ligue, qui est quand même l'autoroute vers le Stade de France, c'est très rapide pour une équipe d'être au Stade de France et donc en Coupe d'Europe. Le message qui avait été délivré, c'est que la Coupe, on s'en fichait et que l'important, c'était le championnat. Là, c'est une Coupe beaucoup plus longue, la Coupe de France, donc je pense qu'ils vont jouer tour après tour. Jeu, finalement. Oui, mais ils vont jouer tour après tour et il ne s'empêchera pas, si c'est en semaine et que l'objectif, c'est plutôt le match du week-end prochain, sur un tour de faire tourner. Je pense que Ranieri n'a pas un objectif précis sur cette Coupe de France. Nicolas, un mot ? Puis là, contrairement à ce qu'il a fait contre Senlis, oui, si c'est un match, je ne sais pas quand est-ce qu'il est calé, je n'ai pas fait attention. C'est mardi, mercredi. En semaine entre deux matchs, donc ça se trouve, l'équipe sera beaucoup plus remaniée qu'elle l'a
a été contre Senlis. Là, il a vraiment, je pense, préparé le championnat avec ce match de Coupe de France. Donc ce sera l'opportunité pour certains de se montrer et de faire des bonnes choses. Mais voilà, c'est un parcours en Coupe de France, c'est toujours intéressant pour la vie de groupe, c'est super important. Alors la Ligue 1 qui reprend ses droits ce week-end avec le choc entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Ce sera dimanche 21h. Alors avant d'en parler, regardez le classement justement juste avant la trêve avec Paris Saint-Germain en tête, 50 points. Derrière suivent Monaco et Lyon avec 41 points tous les deux. Marseille 4e avec 38 points et Nantes 5e avec 33 points. Et puis il y a un petit écart entre le 5e et le 6e comme on peut le voir derrière. Eh bien Lille, Angers et Metz ferment la marche. Est-ce que ça risque de beaucoup changer justement si on peut rester sur ce classement, le classement de ces équipes-là sur la deuxième partie de saison, Simon? J'espère pour notre ami Julien Herpin que Bordeaux va remonter au classement. Saint-Etienne également, à mon sens, sont deux équipes qui vont se renforcer. Ils ont les moyens au mercato d'ajuster. C'est un marché de correction, hein, le mercato d'hiver, mais je pense qu'avec les petites retouches, ces deux équipes-là pourraient remonter. Ouais. Et en bas, ça va être très très chaud pour Angesco, qui a mal débuté avec 2 défaites en Coupe de France, élimination, en Coupe de la Ligue, élimination. Ce sera Lyon ce week-end pour les Angevins. J'ai peur pour nos voisins angevins que cette fin de saison soit difficile, même si le recrutement d'Onyangé et de Butel sont des bonnes choses, je pense. Oui. Je pense que Lille va relever la tête aussi. Lille a changé avec Christophe Galtier qui est arrivé. Je pense qu'ils vont pas rester en fin de classement comme ça. Une petite parenthèse, grâce à Julien Herpin qui me dit dans l'oreillette, ce sera mardi 23 janvier, 18h30, le match entre Nantes et Auxerre en Coupe de France. Un dernier mot sur attention à Cocard et Veyrua dans les couloirs, hein, dans l'organisation de Giroud côté Auxerre. Et puis avec l'Asland devant, ça peut faire mal. Quid de Metz, si on peut revoir une nouvelle fois le classement, quid de Metz qui était, qu'on disait, complètement mort il y a 3-4 journées, puis qui a enchaîné quelques victoires avec Frédéric Hans, 11 points. C'est rattrapable. Le démarrage, là, les 2 premiers matchs vont être hyper importants pour eux. Si là, ils arrivent effectivement à grappiller des points encore, ils vont y croire. S'ils n'y arrivent pas et que l'écart reste stable comme ça, je pense que ça va être très très compliqué. Mais ça part de trop loin. Il faut un parcours d'Européen sur la deuxième partie de saison pour se sauver. Regardez Nantes l'année dernière. Hein. Oui, mais je pense qu'ils partent de trop loin. Ils vont peut-être recoller un peu, mais ils auront bouffé beaucoup d'énergie pour ça. Alors de leur côté, les Canaries, on l'a dit, sont 5e. Et quoi qu'il arrive, le resteront, quoi qu'il arrive sur ce match face au Paris Saint-Germain. Comment vous imaginez leur deuxième partie de saison? Est-ce qu'ils peuvent continuer sur ce rythme de folie? 33 points à la trêve, ça ne s'était plus vu depuis votre époque, je crois, Nicolas. Est-ce que Nantes peut continuer à ce rythme-là? On n'a pas de boule de cristal, mais on constate que les Nantais sont au taquet, que toutes leurs victoires ont été par la plus faible des marges, avec un but d'avance. On va les revoir d'ailleurs, tous ces buts, lors de la première partie de saison. Parfois avec de la réussite, clairement, 33 points, c'est inespéré. Ça n'enlève rien au travail qui a été réalisé par Ranieri. Je lui souhaite d'en prendre autant. Il nous a dit qu'il voulait, sur la deuxième partie de saison, en prendre plus. Donc c'est 34 points. C'est son objectif. Il a raison d'avoir des objectifs élevés. Mais ce sera peut-être difficile d'avoir autant de réussite pour les Nantais qui peuvent, malgré tout, essayer de glaner la 6e place. Peut-être qu'un Nice va revenir, une équipe va peut-être repasser devant, mais il y a une 6e place qui est possible si Nantes a autant d'efficacité. Nicolas, faudra toujours autant de réussite parce qu'il y a eu la réussite, mais il y a aussi eu ce bloc très compact qui a embêté beaucoup d'équipes. J'allais dire, c'est basé sur l'équipe est très très cohérente défensivement, forcément peu d'occasions concédées, l'adversaire, elle laisse peu d'occasions à l'adversaire. Par contre, il va falloir énormément progresser, c'est dans l'animation offensive, dans le jeu offensif, pour se procurer plus d'occasions, pour amener plus de monde vers l'avant. Alors soit Nantes décide de rester dans cette posture-là, alors que avec 33 points, ils sont quand même très très bien, ou alors ils décident d'essayer d'avancer dans le jeu et d'évoluer au niveau, sur le plan équipe, sur le plan collectif, et puis en apportant quelques touches un peu plus de folie, un peu plus de mouvement, un peu plus beaucoup plus de choses dans l'animation offensive. On sent qu'il y a des gens qui sont sur la retenue, où on les retient, mais il y en a qui ont du mal à se lâcher encore, et du coup ils n'expriment pas leur potentiel au maximum, donc offensivement, parce que défensivement, effectivement, l'équipe est très très cohérente. Alors dimanche, c'est le premier test de cette année 2018 avec la venue du Paris Saint-Germain. On se souvient qu'à l'aller Nantes, il n'y a pas si longtemps, c'était en novembre ou octobre, me semble-t-il, s'était incliné, 4-1 au Parc des Princes, mais en faisant plutôt un bon match. Regardez d'ailleurs les stats à domicile du FC Nantes lors de cette première partie de saison, entre août et décembre, c'est 9
9 matchs, 6 victoires, 1 nul, 2 défaites seulement, 9 buts marqués, 5 buts encaissés. Pourquoi c'est si difficile de venir jouer à la Beaujoire pour les équipes adverses? On rappelle, Nice s'est imposé et Marseille. Ce sont les 2 seules équipes qui se sont imposées. Simon? Parce que Nantes est cohérent et les Nantais laissent le ballon parfois à des adversaires qui sont un peu étonnés de l'avoir, qui parfois s'enhardissent et puis derrière se font planter par les contre-attaques nantaises. Donc, mais je pense que c'est un jeu qui permet d'être aussi à l'aise à domicile qu'à l'extérieur pour les Canaries. C'est pas spécifiquement un jeu, celui prôné par Ranieri, qui permet d'avoir des résultats à la Beaujoire. Une équipe a réussi à venir s'imposer face au Paris Saint-Germain cette année, c'est Strasbourg, à la Méno. Est-ce que Nantes, avec toutes les qualités que vous lui prêtez, est capable de faire déjouer Sur ce match, ce Paris Saint-Germain? Je l'ai vu, le Strasbourg-PSG, ils peuvent le rejouer 10 fois et Paris gagne 10 fois le match. Hein. Je pense qu'il y a eu énormément de réussite côté strasbourgeois. On sait qu'il y a avec beaucoup d'envie côté nantais aussi. Voilà, mais avec beaucoup d'envie, avec un stade qui pousse. Parfois, voilà, les astres sont alignés. C'est ce qui s'est passé ce jour-là pour Strasbourg. Et puis Paris a raté devant beaucoup trop d'occasions. Donc ça peut arriver à la Beaujoire dimanche. Nos confrères de Presse Océan posaient la question à 3 anciens, justement, Patrice Riot, Jean-Paul Bertrand-Doman et Bruno Baroncelli. Les 3 s'accordaient à dire que oui, Nantes pouvait faire l'exploit. Le foot, il peut tout se passer en foot. En foot, c'est ça la beauté en même temps de ce sport. Il faudra beaucoup de faits de jeu favorables au FC Nantes pour y arriver. Il ne faudra pas le Paris Saint-Germain du match face à Rennes. Ah bah non, mais si Paris est dans un bon jour, je ne vois pas beaucoup d'équipes, il ne faut pas d'équipes en France capables de rivaliser avec eux. À part Lyon peut-être et encore, parce qu'ils ont les armes offensives aussi pour les gêner. Mais voilà, Nantes ils risquent de subir longtemps, ils risquent d'avoir du mal à développer leur jeu parce qu'après, la récup au côté parisien, elle se fait rapidement aussi. Ouais. Donc voilà, va surtout pas falloir trop subir trop longtemps parce que sinon, à un moment donné, ça casse quand même. Simon ? Ça dépend de Paris. Si c'est le PSG dont tu parlais à Rennes, ce sera une fessée pour le FC Nantes, avec beaucoup d'envie à la reprise. Si c'est le PSG d'hier soir, face à Amiens, beaucoup plus gestionnaire, avec la possession du ballon, mais Paris a mis longtemps à faire la décision. Et pourtant avec la grosse équipe, parce que Neymar avec la grosse équipe, sans Cavani. Mais Mbappé aussi. Bon, Cavani devrait être de retour dimanche, donc ça dépend beaucoup de Paris quand même. Et puis Cavani qui aime bien marquer à la Beaujoire également, on s'en souvient, il a marqué sur les 2 dernières saisons. Alors regardez les autres matchs de cette 20e journée de Ligue 1 avec notamment Rennes-Marseille, Montpellier-Monaco et Lyon-Angers. On le rappelle, FC Nantes, Paris Saint-Germain, c'est dimanche 21h au stade de la Beaujoire. Alors le mois de janvier, qui va être animé par le retour de la Ligue 1, mais animé également par le traditionnel mercato d'hiver. Alors certains l'aiment, d'autres moins. Votre avis là-dessus, messieurs? C'est quand on est joueur et qu'on est plutôt en difficulté, ça peut permettre une bonne porte de sortie. Maintenant qu'on n'est plus joueur, quel œil vous avez là-dessus, Nicolas? Je ne parle même pas en tant que joueur, parce que je n'étais pas de cet état d'esprit-là, en difficulté. On essaie de se retrousser les manches et puis de faire mieux pour la fin de la saison. Puis on voit par contre en fin de saison si on ne change pas. Ouais. Par contre, c'est vrai que pour les clubs qui sont mal embarqués, c'est toujours ça fait du bien des fois d'apporter 1 ou 2 touches pour rafraîchir le groupe, apporter un autre état d'esprit, apporter de nouvelles choses. C'est pas se débarrasser des joueurs qu'on a, mais c'est plutôt en amener 1 ou 2 pour arriver à ce que le groupe vive mieux, qu'il y ait des résultats un peu meilleurs. Après, c'est vrai que Est-ce qu'il faut le supprimer? Quand on change trop de joueurs dans l'équipe, on joue en phase aller, phase retour, on joue pas les mêmes joueurs, donc c'est un peu compliqué. On en parlait la saison dernière, de supprimer ce mercato d'hiver. Vous en pensez quoi, Simon? Alors personnellement, je pense que oui, on devrait partir avec les mêmes chances. C'est-à-dire que le mercato d'été devrait s'arrêter avant la première journée du championnat. Pourquoi on peut encore acheter des joueurs au bout de 2, 3, 4 journées à la fin du mois d'août? Ça, c'est un peu incompréhensible. Et l'hiver, on ne devrait pas pouvoir se renforcer. On part avec ses armes. Ça, c'est l'esprit. Maintenant, c'est le business qui dirige le football. Les grands clubs ont besoin de corriger. Quand ils ont raté une demi-saison, ils veulent pouvoir encore essayer de remonter, aller décrocher une place européenne en recrutant 1 ou 2 pépites. Donc voilà, le business est organisé comme ça. Mais dans l'esprit, oui, on devrait pouvoir s'en passer et ne faire une période de transfert que l'été. Alors, limiter un ou deux joueurs. Ou un entraîneur, parce qu'on voit que ça avait plutôt bien marché pour les Canaries l'année dernière avec Sergio Conceição. Cette année, il a ouvert ses portes le 1er janvier, il les refermera le 31. D'ici là, est-ce que les dirigeants nantais vont sortir le portefeuille pour essayer d'acheter ou de se faire prêter
des joueurs? Alors il y a des joueurs qui vont sortir. Si, il y a des demandes, évidemment, des joueurs en manque de temps de jeu et qui sont vraiment peu utilisés ou pas utilisés par Ranieri. On peut penser à Oliero qui est parti à Niort, le jeune gardien qui a été prêté. Kasaniklic, par exemple. Un moins B aussi, qui n'est pas du tout utilisé. Quand Lima n'était pas là, c'est Gigi qui joue arrière-gauche. Je pense que le message était clair pour l'ancien Brestois. Donc certains joueurs peuvent partir, mais encore faut-il qu'ils soient sollicités alors qu'ils ont peu montré ces derniers mois. Et côté recrues, il y a deux discours. Il y a celui des agents qui vont dire que Nantes est à l'affût d'opportunités. Il y a les dirigeants nantais qui vont nous dire on ne bouge pas, on n'a besoin de rien, l'équipe est bien organisée et on saisira une éventuelle opportunité alignée sur le discours du coach. C'est si on a meilleur, donc c'est un grand nom, donc quelqu'un qui apporte vraiment. Ce ne sera pas une recrue, ce sera un véritable renfort. Il est possible qu'il n'y ait rien du tout. On va en parler dans un instant de ce grand nom, parce qu'on a beaucoup entendu parler de Lucas Moura, qui finalement devrait s'engager du côté de Manchester. Quel poids va avoir Claudio Ranieri? Est-ce que cette fois-ci, l'entraîneur nantais, au sens large du terme, va être entendu? Parce qu'on sait que les années précédentes, ce n'était pas forcément le cas. Simon. Réponse à la fin du mois. Je pense que la politique actuelle du FC Nantes, il n'y a pas de cellule de recrutement, il n'y a pas de gens qui supervisent pendant des mois des joueurs, qui les regardent grandir et qui se disent c'est bon, on le prend maintenant, dans 6 mois ce sera un crack. Ça n'existe pas, on n'est pas organisé comme ça. Ce sont des agents qui travaillent avec l'Equita, père et fils. Ouais. Bon, ça veut dire que... Quelques agents privilégiés. Ça veut dire qu'à la fin du mois de janvier... Singulier ou ça veut dire qu'à la fin du mois de janvier, un coup de fil peut être passé avec un joueur qui, tout d'un coup, est proposé, et qu'à ce moment-là, le téléphone chauffe entre Ranieri et Kita, et on fait pas. Ça, c'est tout à fait possible avec Valdemar Kita. On le sait jusqu'à la fin. Alors, le président du FC Nantes qui a confirmé dimanche dernier chez nos confrères de TF1 dans l'émission Téléfoot que oui, il aurait bien aimé voir venir Lucas Moura. Ça aurait été une bonne idée pour vous, Nicolas? Alors, le joueur est excellent. Est-ce que faire venir la vedette, comme le président l'a dit, ça aurait été une bonne idée d'avoir une vedette dans cette équipe? Si le joueur veut venir, il n'y a aucun problème. Si c'est le joueur qui veut venir, qui veut changer, voilà. Mais là, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça fait bizarre un peu. Donc, tiens, j'aurais bien une idée, Lucas Moura, il ne sait pas quoi faire à Paris. Qui vienne à Nantes. Non, mais, voilà, et entre Nantes et Manchester, je pense que bon, il a vite fait son choix. Oui, ça paraissait bizarre. Après qu'il ait tenté sa chance, c'est bien. Il connaît du monde au moins, comme ça. Il en a parlé au président Nasser Al-Khelaifi. On va se le dire, ça sert à rien. C'est du buzz qui sert à rien. C'est-à-dire que on sonde l'entourage du joueur, on sonde le joueur, il veut pas venir. Point barre, fin de l'histoire. C'est pas la peine d'aller. Il n'a pas perdu tout espoir, visiblement, Valdemar Kita. Peut-être. Je pense que Lucas Moura a d'autres ambitions et il se murmure que le PSG, dans le cadre du fair play financier, a besoin d'argent aussi. Donc je pense pas que ce soit avec le FC Nantes qui est un. On parlerait de 25 millions d'euros, la vente de Lucas Moura à Manchester United. Ils en espèrent 40, les Parisiens. Peut-être ce sera 25. Alors, nos confrères de Presse Océan également hier, on va le découvrir, qui nous parlaient de Fousseni Koulibaly, qui semblait être dans le viseur du FC Nantes. Point d'interrogation. Un milieu de terrain défensif de l'Espérance de Tunis. Est-ce que c'est à ce poste qu'il faut recruter ou est-ce que c'est encore une rumeur et des agents qui veulent faire monter le prix de leurs joueurs? Je ne sais pas si ce sont les agents qui essayent de faire parler de leurs joueurs. Il y en a beaucoup qui font ça. Au milieu défensif, on constate qu'on a Rongier. Il y a du monde. Même s'il est plus meilleur, mais il y a Abdoulaye Touré, il y a Giroto, il y a Krine. Donc il y a profusion de joueurs. Là où Nantes manque de talent, c'est sur les côtés, au niveau offensif, pour servir Salah. Parce que le coach hésite entre Iloki, qui est moyen plus, El Ghanassi, qui joue peu, Kasaniklic, qui est à la cave. Il n'y a pas un crack sur les côtés à Nantes pour l'instant. C'est la pépite que cherche Nantes, comme beaucoup de clubs. On terminera sur ce dossier avec le cas Kolben Sigthorsson, l'Islandais, qui est de retour, qui est arrivé c'était le cadeau de Noël finalement de Valdemar Kita. Que pensez-vous de son attitude? Le joueur qui a disparu des radars complètement, qui était parti à Galatasaray, qui n'avait jamais joué, qui s'est fait mal au genou, qui a été opéré. Et son équipe nationale d'Islande se qualifie pour la Coupe du Monde. Il se dit moi je reviens au FC Nantes parce que finalement c'est mon club. C'est le footballeur type des années 2015-2018. C'est qu'on a laissé faire. On peut pas laisser faire ça comme ça. C'est pas possible. Donc après, c'est au club de prendre les décisions qu'il a à prendre. Mais bon, je pense que son sort au club va être vite réglé, à mon avis. Donc
Pourtant, Valdemarquita avait dit quand il l'a fait signer, c'est mon joueur, Simon. Est-ce que ça peut être l'attaquant que cherche le FC Nantes? Parce que non. S'il est à court de compétition, il faut arrêter. Enfin, nous, on l'a vu en forme, c'est-à-dire le joueur multipliant les matchs. On a vu ce qu'il valait Sigthorsson. À l'époque, il avait dit, Valdemarquita, que Michel Derzakarian n'avait peut-être pas le talent pour entraîner une telle star qui venait de l'Ajax d'Amsterdam. Probablement que le FC Nantes a payé beaucoup trop cher ce joueur-là par rapport à sa valeur intrinsèque. Ouais. Et que, connaissant son niveau à cette époque, on ne peut pas imaginer qu'il soit aussi fort ou plus fort maintenant. Même avec une énorme envie de jouer la Coupe du Monde? Une énorme envie de jouer, mais à un moment, le football, il y a une vérité. Il faut multiplier les matchs pour avoir des sensations, des relations techniques avec ses partenaires. Ça ne se découvre pas en 3 semaines pour faire une Coupe du Monde. Moi, j'y crois pas. Eh ben on verra ça dans les semaines à venir, puisqu'on arrive déjà à la fin de l'émission. La première de 2018 de Foot. Merci à Nicolas et Simon. Merci également à Julien, à Nico, Glenn et Dany en régie. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Foot. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux Facebook et Twitter, et puis bien évidemment sur le site telenantes.com. Passez une très bonne fin de semaine. On se retrouve jeudi prochain. Salut à tous.